dans la région des Grands Lacs. Kinshasa passe à l'attaque. Le gouvernement congolais a dénoncé ce week-end la passivité des autorités rwandaises dans la dégradation de la sécurité au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a expliqué lors d'une conférence de presse tenue à Goma que plus de 200 éléments du M23 ont bien été recrutés sur le territoire rwandais et déployés dans les collines de Runyoni pour appuyer les mutins. Pour autant, le séjour de la délégation gouvernementale au Nord Kivu n'a pas rassuré les déplacés, comme l'a constaté sur place le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Rudaigwa. À l'issue du séjour de la délégation gouvernementale conduite au Nord Kivu par le Premier ministre Matata Mponyo, le gouvernement n'a plus de doute et affirme l'appui du Rwanda aux mutins. Lambert Mende, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. Le gouvernement congolais dénonce la passivité, ou plus, des autorités rwandaises face à ces atteintes graves à la paix et à la sécurité de la République démocratique du Congo, ourdie à partir de leur territoire. Ce comportement dangereux risque de rompre les relations entre les deux pays, renchérit Lambert Mende. Une chose est indéniable, le territoire du Rwanda a servi à la préparation et à la perpétration d'une conspiration qui, après avoir commencé comme une simple mutinerie, évolue dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre deux pays de la région des Grands Lacs. Le gouvernement a réaffirmé sa détermination à protéger la vie des Congolais et n'engagera pas de négociations avec les groupes armés. Mais quelques déplacés de guerre n'ont plus confiance au discours et déplorent même l'insuffisance de l'assistance qu'ils ont reçue. Le discours que j'ai entendu, c'était à Bunagana. Je ne sais pas si l'on va changer notre confiance, ce n'est pas assez. Nous sommes tout à fait étonnés de voir que le gouvernement même puisse donner 10 sacs seulement pour 1458 ménages. Nous ne savons pas que notre Congo est pauvre jusqu'à ce niveau. La société civile invite quant à elle le gouvernement à nettoyer d'abord au niveau du sommet pour réussir à garantir la paix aux populations de l'Est du pays. Thomas Dakemwiti, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Même ceux-là qui sont dans le gouvernement, il faut déjà les surveiller de très près puisque ce sont des infiltrés, ce sont des gens qui sont en train de filer comment le pays est en train de fonctionner et ils donnent toutes les informations aux bandits qui sont dans la brousse. Goma, Primo Pascal Rudaigwa, La Voix de l'Amérique. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens sur notre site internet. Et Jean-Luc Atombe, citoyen journaliste pour la Voix de l'Amérique, résident à Lubumbashi. L'actualité à Lubumbashi est dominée par les accidents de circulation. Il ne se passe pas un jour qu'on puisse déplorer les problèmes des accidents. Les chauffeurs de taxi qui roulent à vive allure, sans avoir une notion des codes de la route, ils roulent sans respecter les feux de signalisation, alors ça cause beaucoup de dégâts dans la population ici chez nous à Lubumbashi. La police des roulages est en train de mettre sur pied une stratégie pour pallier à tous ces problèmes. Jean-Marc Banien, c'est un journaliste qui est à pour la Voix d'Amérique. Il y a tant d'actualités ici, surtout avec la nouvelle de l'approche de sortie des biens de barques allant de 1000 francs jusqu'à 10 000. Vraiment, les gens ne supportent pas ça parce qu'ils savent qu'avec ça, il y aura d'évaluation de monnaie, dont de billets de 50 francs et 100 francs. Il y aura aussi inflation. De l'autre côté, le gouvernement dit qu'il a pris les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y a pas l'inflation, mais les gens n'en croient pas. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. La République démocratique du Congo a accusé le Rwanda de jouer un rôle dans la mutinerie de son armée dans l'est du pays. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré hier soir à Goma que 200 à 300 soldats mutins du mouvement M23 avaient été recrutés et entraînés au Rwanda. Le porte-parole a dénoncé, je cite, la passivité des autorités rwandaises face à des atteintes graves à la paix et à la sécurité de la RDC, ourdie à partir de leur territoire. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a jugé que ces accusations étaient regrettables. Elle a estimé que son pays ne devait pas servir de bouc émissaire pour les troubles en RDC. Vous êtes branché sur la 3xWRadiolisolo.com.
démocratique du Congo et le Rwanda connaissent un risque de regain de tension. Kinshasa accuse Kigali d'implication, même si elle est peut-être passive, dans la mutinerie en cours à l'est de la RDC, où s'est rendu le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a publiquement mis en cause le Rwanda hier soir, lors d'une conférence de presse à Goma. Depuis la création du M23, c'est la première fois que Kinshasa hausse le ton. Bruno Minas. Le gouvernement de la RDC était resté discret, voire silencieux depuis les premières révélations sur la présence de Rwandais dans la mutinerie du M23. Là, il est carrément sorti de sa réserve. Devant la presse à Goma, le ministre porte-parole Lambert Mende a affirmé, je le cite, que 200 à 300 mutins ont été recrutés au Rwanda pour être infiltrés en RDC. Ils ont subi une préparation militaire sommaire avant d'être déployés contre les forces armées de la RDC. Le discours est beaucoup plus offensif que la semaine dernière. Les autorités congolaises ont poursuivi les enquêtes et accumulé les preuves. Cela dit, le gouvernement congolais n'accuse pas directement le pouvoir rwandais d'avoir organisé cette déstabilisation. Lambert Mende dénonce plutôt la passivité des autorités rwandaises face à des atteintes graves à la paix et à la sécurité de la RDC, ourdies à partir de leur territoire. Sous-entendu que ce recrutement de mercenaires pourrait avoir échappé à l'attention du gouvernement rwandais. Mais les mots sont durs. Mende parle d'une situation qui évolue dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre deux pays de la région des Grands Lacs. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. L'autorité politique de notre pays, que les choses vont de mal en pis. On a l'impression que l'autorité ne prend pas au sérieux sa tâche au niveau de l'Est, mais on a aussi constaté qu'il y a des forces étrangères qui se cachent dans l'ombre et qui enveniment de plus en plus la situation. Qui sont ces forces étrangères d'après les évêques? Vraiment, je ne saurais pas dire que ces forces étrangères, mais il y en a. Dans ce texte, vous pointez également du doigt la présence de réfugiés rwandais qui se trouvent encore en République démocratique du Congo sans statut administratif. C'est une grave question pour le pays. Cette présence de réfugiés rwandais est à l'origine d'un certain nombre de violences? Absolument, puisque vous comprenez que depuis 1994, à la suite du génocide rwandais, la France les a largués à l'est de la RDC, où maintenant ils n'ont aucun statut administratif. Ils ne sont, de ce point de vue, ni citoyens de leur pays d'origine, ni réfugiés des Nations Unies, ni réfugiés comme tels, accueillis par la RDC. Aucune administration officielle ne s'en occupe. Alors vous comprenez qu'abandonnés à eux-mêmes, ils font n'importe quoi. Vous évoquez également la présence de seigneurs de guerre dans le pays qui, dans certaines régions, agissent en toute impunité. Pour quelles raisons l'État ne parvient pas à maîtriser ces forces qui sont à l'origine de nouvelles violences? Nous constatons combien l'État semble croiser les bras. Est-ce que c'est à cause de l'incapacité par manque de moyens? Et pourtant, il y a la présence de la MONUC toujours. Alors, on ne comprend plus rien. Les forces armées nationales congolaises essaient de faire ce qu'elles peuvent faire, c'est vrai, sur le terrain, mais n'étant pas soutenues, manquant toute la logistique nécessaire. Alors vous comprenez que de temps en temps, ils font n'importe quoi aussi. Avec également le problème de la corruption qui est encore très présent. Très présent à partir de la tête, donc du haut niveau là. Alors ça se répercute jusqu'au plus bas. C'est vraiment difficile de faire quoi que ce soit dans la justice, dans la transparence. L'Église continue à faire son travail pour dénoncer, pour parler, pour évangéliser. C'est comme une goutte d'eau dans un océan, mais elle ne croise pas les bras. Quelle est pour vous la première des priorités aujourd'hui? La première des priorités serait de rétablir la paix. Tout est mis en déroute, les écoles, les hôpitaux, partout. Maintenant, il y a les maladies qui commencent à attaquer les déplacés dans les camps, aucune assistance, c'est le désastre. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com.
Les populations de la République démocratique du Congo n'échappent pas, elles non plus, au phénomène de l'accaparement des terres. Et là, c'est surtout pour céder la place à l'exploitation forestière ou minière. L'on sait aussi que le pillage des ressources ne cesse d'alimenter la guerre et l'insécurité dans l'est du pays. Mais j'aimerais que l'on évoque aujourd'hui des atteintes aux droits de l'homme dont nous avons jusqu'ici peu parlé. Ce sont celles qui ont été commises dans le contexte des élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Amédée Bobo-Toby, directeur des enquêtes et des recherches à l'AZADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, une ONG congolaise créée en 1991. Il y a des violations des droits de l'homme sur tout le plan. Il y a les arrestations arbitraires, il y a les exécutions sommaires. Il y a aussi des déportations ou les disparitions forcées, et surtout dans les milieux politiques, à l'instar de ce qui s'est passé depuis l'élection de 2011 qui a eu en RDC. Il y a eu beaucoup de cas d'arrestation arbitraire dans le milieu de l'opposition politique congolaise. Aujourd'hui, en mai 2012, ces gens qui ont été arrêtés sont toujours en prison ? Oui, je dois vous avouer que bien avant cela, il y a eu beaucoup d'arrestations. Avant les élections d'abord, il y a eu des répressions terribles dans le milieu de l'opposition politique congolaise. Et surtout, il faut épingler que dans les partis politiques chers à Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui fut aussi un des candidats président de la République, il y a eu des répressions terribles. Il faut dire que tout Kassaïen, militaire kassaïen, tout militaire de la ressortissante de la province de l'Équateur et aussi quelques-uns de la province de Bas-Congo ont été arrêtés arbitrairement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont toujours détenus et il faut retenir que bien avant cela, il y a eu, soi-disant, des coups d'État qui ont été préparés gauche à droite. Ben, on ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de jugement par rapport à cela. Et tous ces gens-là sont en détention. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été jugés. Ils sont là et au bon merci de ceux-là qui ont décidé leur arrestation. Il y a des citoyens congolais qui ont été arrêtés avant, pendant et après les élections. Et ils sont là, arrêtés et gardés au secret. Vous redoutez qu'ils soient torturés ? Les tortures, il faut l'avouer qu'il y a certains militaires qu'on a vus, qu'on a suivi aussi les témoignages auprès de leurs proches, des familles dont je me réserve le droit de citer les noms, et sinon ça sera encore pire. Sinon, il y a des gens qui sont torturés et gardés au secret, mais il y a quelques-uns torturés, libérés par pression des mouvements de droits de l'homme que nous sommes, et on essaie de faire pression, et ils sont libérés, ils sont là, ils gardent l'anonymat, ils sont là. Amédée Bobo-Toby, rencontré le mois dernier à Kinshasa, il dirige le service enquête et recherche à l'AZADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Universel en République démocratique du Congo. Nous vous en parlions la semaine dernière. La motion de censure votée contre le gouverneur du Kasaï occidental, Hubert Kabassou-Babou. Quelques jours après cette décision de l'Assemblée provinciale, c'est un peu la confusion sur place. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Mwamba, assure l'intérim, mais les comptes de la province ont été bloqués depuis Kinshasa. Pour faire le point, j'ai joint Édouard Daï, journaliste à Kasaï Horizon. Nous espérons que les autorités hiérarchiques qui avaient décidé de bloquer les comptes vont devoir les débloquer. C'est tout ce qu'on espère, parce qu'on sait que cette façon de faire, c'était seulement la manière de contraindre ou d'amener le gouverneur sortant de ne plus sortir les fonds, parce qu'on a senti que dès qu'il a eu la nouvelle, le gouverneur voulait mettre la main sur des fonds pour devoir corrompre s'ils pouvaient arriver à changer leurs décisions. C'est ainsi que les autorités hiérarchiques au niveau de la capitale, Kinshasa, ont décidé de bloquer les comptes. Alors maintenant que ces mêmes autorités viennent de lever l'option de confier l'intérim au ministre de l'Intérieur, nous osons croire, parce que la décision est tombée le samedi, alors c'est question de suivre aujourd'hui et demain, nous osons croire que ces mêmes autorités vont devoir lever la mesure pour que le compte soit finalement réouvert pour permettre à la province de fonctionner. C'est ce que nous espérons. Comment définiriez-vous la personnalité de Jean Mwamba, le ministre de l'Intérieur ? C'est un
un ministre qui a évolué dans le même système politique. Vraiment, nous n'espérons pas qu'il y ait un grand changement. Il n'y aura pas grand-chose, mais toutefois, il faut qu'il y ait quand même un répondant au niveau de la province, un représentant de l'autorité. Il faut qu'il y ait la présence de l'autorité dans une province, mais dans la manière de faire, parce que de tout le temps qui court, c'est que la population déplore, c'est que dans tout ce qu'on fait, la population ne se retrouve pas. Les social de la population ne changent pas. On a juste changé de personnes, mais du côté action sur terrain, nous voyons mal qu'un gouverneur intérimaire, il faudra-t-il encore souligner qu'il va juste expédier les affaires courantes. Quelle est la situation du gouverneur destitué Hubert Kabassou-Babou actuellement? Il a promis la dernière fois qu'il irait en justice, mais depuis là, il est injoignable. Lorsque nous l'appelons, il ne décroche pas son téléphone. Nous espérons qu'il est en train de vouloir rester en justice, mais on ne lui accorde pas beaucoup de chance à partir du moment où on sait que la motion de censure, c'est une option purement politique que les députés lèvent et l'environnement politique pour lui n'est plus bon. C'est ainsi que pour beaucoup, on lui conseillerait de vraiment baisser les bras, d'accepter ce qui est arrivé, que de vouloir encore aller en justice. Édouard Daï, notre confrère congolais, joint à Kananga. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes. Je suis Albert Tchungou, je suis coordinateur fédéral journaliste VOA Kananga en RDC. La suite des cogitations et des agitations autour de la déchéance du gouverneur et les corollaires qui en ont suivi fait que le vote de la motion de censure contre le gouverneur s'est passé dans des conditions un peu chaotiques. Donc il y avait un groupe de gens qui étaient contre, qui étaient venus jeter des projectiles sur les députés provinciaux qui étaient en session, en séance. Et quand bien même il y a eu ça, les députés avaient continué, ils avaient voté la motion. Par la suite, on a poursuivi tous ces gens qui avaient jeté des projectiles, qui avaient cassé, qui avaient brisé des chaises. Alors l'Assemblée a décidé de déférer tous ces gens-là devant la justice. Et ils sont poursuivis. C'est Fiston Maëché, journaliste et citoyen à RDC. L'actualité reste dominée par la hausse du carburant à la pompe de 1600 francs congolais à 1800 francs congolais. Cette hausse fait aussi des conséquences sur les denrées alimentaires de première nécessité. Donc le prix aussi est en train de monter au marché. Les transporteurs estiment qu'ils doivent récupérer leurs frais au niveau... Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. République démocratique du Congo avec cet appel d'Amnesty International. Les États membres de l'ONU doivent négocier dans moins de 3 semaines un traité sur le commerce des armes dans le monde. Amnesty International en profite pour lancer un appel aux pays exportateurs d'armes afin qu'ils cessent totalement la vente d'armes en direction de la République démocratique du Congo tant qu'elle risque d'être utilisée contre les civils par l'armée régulière ou les milices armées actives dans l'est du pays. L'ONG réclame donc un renforcement de l'embargo existant et plus largement un meilleur encadrement des transferts d'armement vers les pays instables. Explication de Théo Boutruche, membre d'Amnesty International et auteur de ce dernier rapport sur la République démocratique du Congo. L'embargo, c'est une des mesures existantes concernant le transfert d'armes aux groupes armés en République démocratique du Congo. Donc pas à l'armée régulière des FARDC. Donc voilà, ni aux autres services de sécurité comme par exemple la garde républicaine. C'est pour ça que dans ce contexte, nous, avec les négociations sur le traité sur le commerce des armes qui vont débuter aux Nations Unies à New York le 2 juillet, on appelle en fait à adopter un certain nombre de règles dans ce traité pour faire en sorte que si un État envisage d'exporter des armes vers un pays, il conduise, avant d'autoriser ce transfert, une évaluation rigoureuse des risques que ces armes ou ces munitions ou matériel militaire associé contribuent à commettre ou faciliter des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. Alors, une question qui peut paraître un petit peu candide, mais s'étonner que des armes soient utilisées contre des populations civiles, est-ce que c'est pas un petit peu absurde ? Oui, alors l'idée c'est d'insister sur le fait que si on met en place un certain nombre de garanties pour que des transferts d'armes puissent être contrôlés, cela va contribuer à diminuer les violations des droits humains parce que en l'état, l'ensemble de l'appareil sécuritaire fait l'objet d'immenses faiblesses, il n'y a pas de contrôle. Donc les forces armées congolaises qui reçoivent des armes les vendent aux groupes armés que souvent ils sont en train même de combattre. Et toute cette disponibilité en termes d'armes et de munitions augmente les violations des droits humains.
Théo Boutruche d'Amnesty International, interrogé par Sandrine Blanchard. Parmi les États fournisseurs d'armes à la République démocratique du Congo, Amnesty International cite principalement l'Afrique du Sud, la Chine, l'Égypte, les États-Unis, la France et l'Ukraine. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au gouvernement congolais dans sa guerre contre les insurgés du M23, un soutien transmis par l'ambassadeur américain à Kinshasa lors d'une rencontre avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Le gouvernement congolais dénonçait le week-end dernier la passivité du Rwanda dans le recrutement de mutins sur son sol. Aujourd'hui, Kigali réagit. L'armée congolaise fait face à un groupe de soldats mutins, ex-membres de la rébellion du CNDP. Cela se passe dans le territoire du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe s'appelle le M23 aux ordres du colonel Makenga. Eh bien, selon le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Lambert Mende, entre 200 et 300 membres des mutins ont été recrutés sur le territoire du Rwanda avant de traverser la frontière. Des accusations rejetées par les autorités rwandaises, Sarah Tisser. Le gouvernement congolais utilise le Rwanda comme bouc émissaire pour détourner l'attention portée sur ses crises intérieures. Voilà ce que dit la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, dans un communiqué publié par le journal pro-gouvernemental New Times à Kigali. Le Rwanda, qui a déjà à plusieurs reprises démenti tout lien avec la nouvelle rébellion du M23 qui sème le trouble au Nord Kivu. C'est sur la base des premiers témoignages de 11 déserteurs du M23 que le Rwanda a commencé à être pointé du doigt le mois dernier. Depuis, une mission conjointe Congo-Rwanda a été mise en place pour interroger plus longuement ces 11 déserteurs. Et dans son rapport final, qui n'a pas été rendu public mais qui est parvenu à RFI, les deux pays n'ont pas réussi à s'entendre sur une lecture commune de ces témoignages. La partie rwandaise souligne entre autres qu'à aucun moment les mutins déserteurs n'évoquent la présence à leur côté de militaires rwandais, d'équipements ou de véhicules officiels rwandais. Ils disent avoir été recrutés par des hommes en civil. Pour le Rwanda, s'il y a eu recrutement en territoire rwandais, il s'agirait donc au mieux d'initiatives individuelles qui n'impliquent pas les autorités. Par ailleurs, Kigali affirme qu'il n'est pas possible de certifier que ces 11 mutins sont de nationalité rwandaise résidant au Rwanda. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. La frontière en République démocratique du Congo, on attend toujours que l'opposition désigne son porte-parole à l'Assemblée nationale, une assemblée dont les séances sont boycottées par bon nombre de membres appartenant à l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui continue de bouder la légitimité de l'institution, tout comme il boude la présidence de Joseph Kabila. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Première escale ce soir, la RDC. Cette semaine se déroulera au Kasaï oriental une nouvelle audience foraine où la justice civile va traiter de plusieurs cas de crimes et de violations des droits des citoyens. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts actuellement déployés dans divers secteurs de la République démocratique du Congo, tant par la justice civile que par la justice militaire, pour combattre l'impunité, déclare Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Il y a seulement quelques jours, une pareille audience à Uvira, dans le sud Kivu, a abouti à la condamnation de 18 colonels, lieutenants-colonels, majors et un capitaine. Ils ont comparu devant une cour militaire. 13 d'entre eux ont été jugés coupables d'insurrection dans l'est du Congo. Outre les accusations portées par le procureur militaire de l'État, 14 civils ont déposé des plaintes afin d'obtenir réparation. Ces personnes représentent seulement un faible pourcentage des victimes de pillages, de viols et d'assassinats perpétrés au cours d'une vague de désertion au sein de l'armée dans les Kivu entre février et avril 2012. Scott Campbell. D'abord, c'est une leçon pour la population locale d'Uvira, la population au sud Kivu et en Congo en général, que la justice peut être faite en RDC. Les premiers pas sont en train d'être pris par la justice militaire, la justice civile, pour traduire en justice ceux qui sont connus en tant que des violateurs de droits de l'homme, ceux qui ont commis des crimes graves, des violations graves des droits de l'homme. Et nous voyons un système judiciaire qui progressivement est en train de faire preuve qu'il y a une volonté, il y a une capacité de traduire en justice certaines personnes qui sont responsables pour les droits de l'homme. Les Nations Unies sont en train de travailler étroitement avec ce système judiciaire, le système civil et militaire, pour le renforcer. Par-delà le caractère symbolique du procès, en termes de réparation réelle, que vont obtenir les victimes? Pour ce procès, je pense que les victimes
n'aura pas une compensation adéquate, disons en termes monétaires. Mais sinon, sur le plan symbolique, c'est très important pour la population et c'est un premier pas très important qui pourrait aussi dissuader d'autres personnes, des autorités au sein des forces sécuritaires, qui pourraient réfléchir 2 fois avant de commettre des violations des droits de l'homme. Et pour la population, je pense que ça les encourage d'utiliser le système judiciaire au lieu de régler les comptes entre eux. Est-ce que cette expérience va se reproduire? C'est déjà en train de se reproduire et nous organisons avec les autorités judiciaires congolaises des audiences foraines. Il reste beaucoup à faire. C'est un travail qui va prendre des années. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir... Monsieur Guy, 100 citoyens journalistes à partir de Kikwit. L'actualité qui domine ici à Kikwit, c'est j'ai été sur le marché en ville basse à la cité, sonder les gens sur l'arrivée de notre nouvelle monnaie, la nouvelle monnaie. Pas la nouvelle, mais le coupure de 1000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. En tout cas, j'ai essayé de sonder tout le monde est très content de ça. Parce que la priorité n'est pas de faire sortir les nouvelles coupures sur le marché, mais la priorité des Congolais, c'est d'avoir les boulots, trouver une place pour travailler, parce qu'à la fin du mois, vous pouvez trouver quelque chose. Mais parce que ici à Kikwit, on n'utilise même pas les coupures de 20 francs. Mais sur le marché, vous allez trouver un paquet de sel là, quelques grammes de sel, quelques grammes de bicarbonate. On vend à 20 francs. Donc cela veut dire que vous donnez une coupure de 50 francs, on vous donne 2 paquets. Mais si on sortait les billets de 1000 francs, 5000 francs et 10 000 francs, les 100 francs, les 50 francs, même les 500 francs, n'aura même pas de valeur. Donc c'est ça, les mêmes comportements de tout le monde ici à Kikwit. Janine Bandou, citoyenne journaliste Goma. Toute la semaine, il y a eu perturbations liées aux pétroliers. Il y a eu augmentation des taxes dans la ville de Goma et presque la semaine, on n'avait pas servi toutes les stations. Donc, ça a fait assez que toutes les situations soient fermées. C'est à partir d'avant-hier qu'on a commencé à servir les gens avec le carburant. Mais il se pose toujours un problème puisque la mesure n'est pas totalement levée. Il paraît qu'on avait dit qu'une citerne doit payer $10,000. Alors c'est pourquoi les pétroliers se sont soulevés. C'est ce que je peux dire pour la situation de Goma actuellement. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Nouveau rapport d'Amnesty International sur la République démocratique du Congo, un rapport publié aujourd'hui et qui dénonce les transferts d'armes vers ce pays en dépit de l'embargo partiel décrété par les Nations Unies. En théorie, les États membres de l'ONU n'ont le droit de livrer des armes qu'aux structures officielles de l'État congolais, pas aux groupes armés présents sur le territoire. Dans les faits, il en va autrement. D'ailleurs, il arrive que des membres des forces armées congolaises revendent leurs armes aux munitions à des milices qu'ils sont censés combattre. L'ONG réclame donc que l'embargo sur le transfert soit élargi à l'ensemble du pays tant que le Congo n'est pas en mesure de garantir la sécurité des civils. Et selon Théo Boutruche d'Amnesty International, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, pourrait aider à mieux encadrer l'arsenal existant et à surveiller les livraisons d'armement entrants. À l'heure actuelle, la MONUSCO, comme le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo des Nations Unies, ont un mandat. Pour ce qui est du groupe d'experts, c'est un mandat vis-à-vis du contrôle sur l'embargo et la mise en œuvre de l'embargo. Et la MONUSCO joue aussi un rôle en la matière, mais on voudrait en fait que la MONUSCO ait dans son mandat un rôle plus spécifique, notamment en matière d'assistance aux autorités congolaises, en termes d'enregistrement, en termes de gestion des stocks, de traçabilité, pour éviter des situations où, par exemple, les Raya Montomboki, qui était un groupe dormant créé en 2005, ont gagné beaucoup de pouvoir ces derniers mois, notamment en achetant des armes directement aux forces armées congolaises. C'était Théo Boutruche d'Amnesty International au micro de Sandrine Blanchard. Parmi les États fournisseurs d'armes à la République démocratique du Congo, Amnesty International cite principalement l'Afrique du Sud, la Chine, l'Égypte, les États-Unis, la France et l'Ukraine. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com.
Le Rwanda a beau démentir, le gouvernement congolais affirme posséder de nouvelles preuves de l'implication de Kigali dans les violences en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Des mutins du M23 auraient été recrutés sur le sol rwandais avant de traverser la frontière pour rejoindre la province du Nord Kivu. Les accusations sont rejetées par les autorités rwandaises, mais Bruno Minas, Kinshasa attend maintenant des actes de la part de Kigali. De sources congolaises, on affirme que le général en fuite, Bosco Ntaganda, était présent le 27 mai dernier à l'intérieur du camp militaire rwandais de Kinigi, tout près de la frontière et des bases du M23. Il y aurait été vu en compagnie du général rwandais Alex Kagame, numéro 3 de l'état-major des forces de défense du Rwanda. Par ailleurs, les Rwandais recrutés pour rejoindre le M23 ont été regroupés avant de passer la frontière dans un bâtiment appartenant à l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux, un organisme d'État. Autant de présomptions qui pèsent sur les autorités rwandaises. Il existe une commission d'enquête conjointe rwando-congolaise, mais les Rwandais ont jusqu'à maintenant refusé l'accès de ces sites où se passe le regroupement et l'entraînement des jeunes envoyés sur le front congolais, ce que déplore le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Il a été important de mettre en œuvre cette vérification commune. Il ne faudrait pas que ça se limite à des réunions d'état-major, dans des bureaux. On a cité des localités, il serait à tout le moins important que les experts des deux côtés s'y rendent pour confirmer ou infirmer. Les autorités congolaises veulent mettre à l'épreuve la bonne foi affichée par les Rwandais quand ils disent ne pas être impliqués dans les combats du Nord Kivu. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. On reste en RDC où l'embargo sur les armes doit être renforcé. L'appel est lancé par Amnesty International. Dans un rapport intitulé « Si tu résistes, on te tue », l'organisation de défense des droits de l'homme s'inquiète des conséquences de l'allègement de cet embargo décidé il y a 4 ans. Des milices et les militaires en ont profité, selon l'ONG, pour se fournir en armes, ouvrant ainsi la voie à des violences contre les civils. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Fait que le général Bosco Ntaganda, sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui a rejoint les maquisards du M23 dans la région est de la République démocratique du Congo, a été vu dans l'un des camps abritant les mercenaires rwandais utilisés par les rebelles dans les combats qui les opposent aux soldats gouvernementaux, vient, comme qui dirait, mettre de l'huile au feu. Du coup, cela se ressent dans les relations entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais demande des comptes à son homologue rwandais, qui n'est jusqu'ici pas cité nommément dans cette affaire, qui semble le gêner énormément. Le général était dans le camp où il a été vu le 27 mai dernier. La précision ne fait qu'apporter de l'eau au moulin, presque plein d'Augustin Matata-Mpognon, le Premier ministre congolais qui vient justement d'effectuer une tournée dans les Kivu pour se rendre compte de visu de l'évolution de la situation sur le terrain. Sur un tout autre angle et toujours concernant la situation en RDC, il y a contradiction entre les vues de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui estime que la force d'interposition des Nations Unies au Congo, qui mobilise dans l'Est de ce pays 20 000 casques bleus et bénéficie d'un budget d'$1 milliard américains, ne fait pas grand-chose pour stabiliser la région, toujours en proie à des violences, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Hervé Datsous, qui pense plutôt qu'il faut dans cette affaire privilégier le contraire. C'est d'ailleurs sa réaction que je vous propose de suivre au micro de nos confrères de la radio Okapi. Ce que je vois, c'est que depuis le début de l'année, il y a eu effectivement une détérioration certaine de la situation, et notamment la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du Congo, essentiellement les Kivu. Les forces armées congolaises se sont mises en mouvement pour mener à bien ces projets de neutralisation ou d'arrestation. Ça a créé des vides dans lesquels, évidemment, se sont engouffrés toute une série de groupes armés. Et la MONUSCO, au contraire, et elle s'est rendue encore plus mobile durant cette période pour essayer de combler les vides sécuritaires et pour venir en aide au plus grand nombre possible de gens qui étaient menacés de violence. Il y a eu des victimes, ça c'est vrai, incontestablement, mais je crois que la MONUSCO, qui concentre la plus grosse partie de ce personnel militaire dans cette partie du pays, fait son maximum et fait un vrai travail. Je crois qu'il y a un certain nombre de civils qui doivent à nos casques bleus d'être en vie ou de n'avoir pas été molestés. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com.
À La Haye, l'affaire Thomas Lubanga se poursuit. Le procureur Luis Moreno Ocampo a requis 30 ans pour l'ex-chef de guerre congolais. La Cour pénale internationale a entamé aujourd'hui une audience sur la sentence. Rappelons que Thomas Lubanga a été reconnu coupable d'avoir recruté des enfants soldats dans la guerre en Ituri en 2002 et 2003. En face, la défense a assuré que son client avait toujours eu la volonté de mettre fin au crime qui ensanglantait l'Ituri. Toujours au sujet de la République démocratique du Congo, sachez que l'ambassadeur des États-Unis était à Goma aujourd'hui. Devant l'Assemblée provinciale, il a affirmé que les États-Unis s'engagent à soutenir la RDC dans l'éradication des forces et groupes. Bonjour à tous, le procureur de la Cour pénale internationale a requis aujourd'hui 30 ans de prison contre Thomas Lubanga. L'ex-chef de milice de la République démocratique du Congo avait été reconnu coupable le 14 mars dernier d'avoir utilisé des enfants soldats dans la guerre civile en Ituri entre 2002 et 2003. Autre affaire judiciaire congolaise, à La Haye, le bureau du procureur de la CPI a renouvelé ce mercredi sa demande de mandat d'arrêt contre le chef des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, M. Sylvestre Mudakumura. Le 31 mai dernier, les juges avaient débouté une première demande considérant que celle-ci n'avait pas rempli le niveau de spécificité requis. Je vous rappelle que le chef suprême des FDLR est responsable, selon le procureur, de meurtres, viols, tortures, persécutions commis entre janvier 2009 et août 2010 dans les deux Kivu. Son portrait avec Paul Mamadi, porte-parole de la CPI à Kinshasa. M. Mudakumura, en fait, il est considéré comme un des chefs, sinon le chef principal en tout cas, des FDLR ici en République démocratique du Congo. M. Mbarushimana, par exemple, s'il faut comparer, c'est un intellectuel, c'est un monsieur qui vit en Europe, c'est lui l'intellectuel, le porte-parole, etc. Tandis que Mudakumura, c'est le militaire qui est sur le terrain, qui exécute, en fait, si vous voulez, la politique militaire. C'est le responsable du bras armé du mouvement FDLR, en fait. Voilà, c'est un des, si pas le pilier, mais en tout cas, un des acteurs principaux de l'action militaire des FDLR ici sur le terrain. Voilà. Que lui reproche le procureur de la CPI ? En gros, il lui est reproché des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des allégations des crimes commis entre 2008 et 2009 dans le Kivu. Il y a notamment des campagnes que les FDLR, sous son commandement, auraient menées contre des populations civiles. Il y aurait eu des viols contre des populations, des femmes, etc. Voilà donc, en gros, en tout cas, ce qui est reproché à M. Mudakumura. Paul Mamadi du bureau de la CPI joint à Kinshasa. Direction Goma à présent, où les États-Unis s'engagent à soutenir la RDC dans l'éradication des forces et groupes armés, notamment le M23. C'est le message délivré aujourd'hui par l'ambassadeur des États-Unis devant l'Assemblée provinciale. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. Pour l'ambassadeur James Antisley, toutes les violences doivent cesser et les acteurs des violations des droits de l'homme doivent être traduits en justice. Les violences commises par le M23 et certains ex-combattants du CNDP doivent cesser. Les États-Unis soutiennent fermement les efforts du gouvernement et du peuple congolais visant à combattre toutes ces menaces. Les membres du M23 et du ex-CNDP qui ont commis des violations des droits de l'homme doivent être traduits en justice. La position des États-Unis a été applaudie et le président de l'organe délibérant du Nord Kivu a demandé à l'ambassadeur de contraindre les pays voisins de ne pas continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Bari Yangarutouye. Contraindre nos pays voisins d'empêcher l'approvisionnement en armes et en argent ainsi que le recrutement des combattants dont bénéficient les différents groupes armés qui cherchent à déstabiliser les institutions de notre pays. L'ambassadeur a rétorqué que la stabilité de la région dépend tout d'abord de la stabilité de la République démocratique du Congo. Les États-Unis encouragent aussi résolument tous les pays voisins à jouer un rôle constructif pour le maintien de la stabilité dans l'Est du Congo. Car, après tout, la stabilité dans l'Est est vitale pour la stabilité de la région des Grands Lacs.
Une autre opinion par contre ne soutient pas les propos de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Onesforce Matumba, chercheur et analyste politique à l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs. Lorsque l'ambassadeur parle de bouter dehors par la force, j'ai même suivi dans une de ses déclarations qu'il encourageait le gouvernement et l'armée à supprimer les mutins. Là, je pense qu'on se trompe d'approche. Parce que je ne pense pas qu'on puisse effectivement supprimer militairement une rébellion, une guerre, petite soit-elle. On sait juste quand et avec qui on la commence, mais on ne sait jamais quand et avec qui on la termine. Il faudra plutôt une solution non violente et rapide. Les populations congolaises qui se trouvaient dans ces zones de combat ou qui se sont éloignées à quelques kilomètres ou un peu plus loin à l'extérieur attendent plutôt qu'on trouve une solution la moins violente possible et la plus rapide possible pour qu'elles puissent revenir tranquillement vaquer à ses occupations. Goma, Primo Pascal Erudahigwa, La Voix de l'Amérique. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. C'est Olivier Soumaïdi Tingombe, citoyen journaliste de l'ICACI. Il y a un problème, on est en train d'arrêter les motards et de les interdire d'opérer en plein centre-ville. Parce qu'un peu des accidents et un désordre dans la circulation routière. Dernièrement, il y a eu une session de formation organisée par les services de la voirie urbaine en partenariat avec le maire de la ville. Là, on a pu un peu former les motards qui ont payé comme droit de participation leurs $20. Et à la fin de cette session de formation, on les a dotés de certificats qui font l'image de laisser-passer. Je suis Christophe Baraïga, journaliste et citoyen pour le compte de La Voix de l'Amérique à Goma. La population s'indigne beaucoup sur les nids d'oiseaux dans la route principale qui a été délabrée depuis très longtemps. Souvent, il y a des soulèvements de la population contre ces nids d'oiseaux au niveau de la route. Et comme c'est la saison sèche ici, il y a trop de poussière. Les poussières rencontrent les gens même à l'intérieur de la maison. Alors ça fait vraiment beaucoup de bruit. Les gens sont très agrippés. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. L'espoir des proches de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana en République démocratique du Congo. Un nouveau procès commencera mardi prochain devant la Haute Cour militaire. Oui, un procès en appel. Il y a un peu plus de 2 ans, le leader de l'ONG des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, et son chauffeur étaient assassinés à Kinshasa. 5 policiers avaient été condamnés l'an dernier, mais pour les familles, ils n'étaient que des seconds couteaux. L'affaire est donc de retour devant la justice et pas devant n'importe quelle juridiction. Le procès s'ouvrira devant la Haute Cour militaire. C'est ce que réclamaient les proches des victimes, car cette cour est la seule habilitée à faire comparaître un témoin clé, le général Numbi, le chef de la police à l'époque des faits. C'est avec lui que Floribert Chebeya avait rendez-vous le 1er juin 2010. Le lendemain, le corps de Chebeya était retrouvé assassiné à l'arrière de sa voiture. Pour le bâtonnier Joseph Mukundi, coordinateur des partis civils, il y avait un espoir que le général Numbi soit appelé à la barre. Je peux réellement dire que c'est une agréable surprise, parce que c'est depuis au moins 6 mois que nous attendons la fixation de ce dossier et nous pensons qu'il y aura encore de nouveaux témoins qui pourront bien parler au niveau de la Haute Cour. Nous avons confiance en l'indépendance de cette Haute Cour et nous espérons avoir une décision équitable. Nous pensons que le général Numbi pourra être appelé à la Haute Cour parce que là maintenant ce sont des magistrats qui ont le rang suffisant pour qu'ils puissent comparaître devant eux. Et nous pensons réellement que cela servira à rendre la décision de la Haute Cour équitable. Joseph Mukendi, bâtonnier et coordonnateur des partis civils dans l'affaire Chebeya, au micro de Bruno Minas. Jamais je n'ai accepté ou toléré des enrôlements d'enfants. Thomas Lubanga n'aura pas convaincu le procureur de la Cour pénale internationale. Louis Moreno Ocampo a recueilli hier 30 ans de prison contre l'ex-chef de la milice des FPLC, les Forces Patriotiques pour la Libération du Congo. Thomas Lubanga a été reconnu coupable en mars d'avoir utilisé des enfants soldats dans la guerre
guerre en Ituri dans le nord-est de la RDC en 2002 et 2003. Zéphirin Quadio. 30 ans de prison, c'est donc la peine maximale encourue par Thomas Lubanga, sauf si les juges estiment que les crimes commis étaient d'une extrême gravité. Il pourrait dans ce cas prononcer une condamnation à perpétuité. Hier à l'ouverture de l'audience, Luis Moreno Ocampo a requis une condamnation qui se voulait exemplaire. The prosecution anticipates to call for a severe punishment, very severe. Les procureurs envisagent de demander une peine exemplaire, sévère, très sévère, proche de la peine maximale. Toutefois, le procureur voudrait proposer à M. Thomas Lubanga une dernière chance de faire amende honorable. J'invite M. Lubanga à présenter à cette cour des excuses sincères. In this courtroom, Mr. Lubanga can offer a genuine apology. Les avocats des victimes devaient s'exprimer après le procureur. La date à laquelle sera prononcée la peine infligée à Thomas Lubanga n'a pas encore été fixée. Pour mémoire, les affrontements entre milices pour le contrôle du nord-est de la RDC ont provoqué la mort de 60 000 personnes depuis 1999, selon des ONG. Thomas Lubanga avait été écroué en 2006 à La Haye. Il a été reconnu coupable le 14 mars dernier de crimes de guerre commis en 2002 et 2003. Il est accusé d'avoir utilisé des enfants soldats lors de la guerre civile en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Je me suis toujours opposé à de tels enrôlements, a déclaré l'ex-commandant des FPLC lors de l'audience. Et dans ce procès, le co-accusé de Thomas Lubanga, le général Bosco Taganda, est recherché lui depuis 2006 pour les mêmes crimes de guerre. Il est soupçonné par ailleurs par Kinshasa de mener la mutinerie dans l'est de la RDC. Un autre chef de milice est dans le collimateur des juges de La Haye. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier qu'il avait renouvelé sa demande d'un mandat d'arrêt contre Sylvestre Mudakumura, le chef des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, est lui aussi accusé de meurtre, de viol ou encore de mutilation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu entre janvier 2009 et août. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Le fait que le général Bosco Taganda, sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui a rejoint les maquisards du M23 dans la région est de la République démocratique du Congo, ait été vu dans l'un des camps abritant les mercenaires rwandais utilisés par les rebelles dans les combats qui les opposent aux soldats gouvernementaux, vient, comme qui dirait, mettre de l'huile au feu. Du coup, cela se ressent dans les relations entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais demande des comptes à son homologue rwandais, qui n'est jusqu'ici pas cité nommément dans cette affaire, qui semble le gêner énormément. Le général était dans le camp où il a été vu le 27 mai dernier. La précision ne fait qu'apporter de l'eau au moulin, presque plein d'Augustin Matata-Mpogno, le Premier ministre congolais qui vient justement d'effectuer une tournée dans les Kivu pour se rendre compte de visu de l'évolution de la situation sur le terrain. Sur un tout autre angle et toujours concernant la situation en RDC, il y a contradiction entre les vues de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui estime que la force d'interposition des Nations Unies au Congo, qui mobilise dans l'est de ce pays 20 000 casques bleus et bénéficie d'un budget d'$1 milliard américains, ne fait pas grand-chose pour stabiliser la région, toujours en proie à des violences, et le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Hervé Datsous, qui pense plutôt qu'il faut dans cette affaire privilégier le contraire. C'est d'ailleurs sa réaction que je vous propose de suivre au micro de nos confrères de la radio Okapi. Ce que je vois, c'est que depuis le début de l'année, il y a eu effectivement une détérioration certaine de la situation, et notamment la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est du Congo, essentiellement les Kivu. Les forces armées congolaises se sont mises en mouvement pour mener à bien ces projets de neutralisation ou d'arrestation. Ça a créé des vides dans lesquels, évidemment, se sont engouffrés toute une série de groupes armés. La MONUSCO, au contraire, et elle s'est rendue encore plus mobile durant toute cette période pour essayer de combler les vides sécuritaires et pour venir en aide au plus grand nombre possible de gens qui étaient menacés de violence. Il y a eu des victimes, ça c'est vrai, incontestablement, mais je crois que la MONUSCO, qui concentre la plus grosse partie de ses personnels militaires dans cette partie du pays, fait son maximum et fait un vrai travail. Je crois qu'il y a un certain nombre de civils qui doivent à nos casques bleus d'être en vie ou de n'avoir pas été molestés. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Préparatifs se poursuivent pour le lancement des activités du Centre de fusion des renseignements des pays de la région des Grands Lacs. Des représentants de 11 pays de la région ont assisté cette semaine à la cérémonie d'inauguration du centre à Goma, dans l'est de la RDC. Timothée Donangmai. Nous reviendrons plus en détail sur ce centre avec notre correspondant Primo Pascal Rudaïgua. Mais sachez que selon M. Alphonse Ntumba Luaba, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs,
La décision de l'installer à Goma tient au fait qu'un grand nombre de groupes armés opèrent dans la région des Deux-Kivu, qui a été le théâtre de plusieurs conflits ces 15 dernières années. L'espoir est que le centre contribuera à la consolidation de la paix et de la sécurité dans cette zone des Grands Lacs. L'initiative intervient alors que les tensions s'exacerbent à nouveau dans le nord et le sud Kivu suite à la mutinerie de ces dernières semaines au sein de l'armée congolaise et qui, selon Kinshasa, a été fomentée à partir du Rwanda. Toutefois, le directeur de l'Agence nationale de renseignement de la RDC, Kalei Mutonde, a estimé que même si les différences persistent entre Kigali et Kinshasa, une solution sera trouvée grâce d'ailleurs à l'appui du nouveau centre. Une initiative qualifiée par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, James Entwistle, d'extrêmement encourageante. Elle jouit du soutien sans réserve de Washington, a-t-il ajouté. Entre-temps, un cessez-le-feu précaire persiste au nord de Goma. En début de semaine, le M23 avait menacé de tirer sur un avion des Nations Unies qui appuyait les forces armées congolaises. Ce serait une erreur, a averti l'ambassadeur Entwistle, rappelant que l'ONU aurait dans ce cas le droit de se défendre, ce dont le M23 pourrait pâtir. Fin juin, le Conseil de sécurité de l'ONU va discuter du mandat de la mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, qu'il pourrait modifier. Selon toujours l'ambassadeur Entwistle, Washington estime qu'en général, cette mission accomplit un excellent travail, et pas seulement contre le M23, mais ailleurs dans le pays, et fait de son mieux pour protéger la population civile. À noter que, selon le quotidien Washington Post, le Pentagone a installé des petites bases aériennes à travers le continent africain pour mieux surveiller les activités des groupes terroristes. Une dizaine de ces bases auraient été ouvertes depuis 2007, notamment au Burkina Faso, en Ouganda, en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya et aux Seychelles. Les opérations de reconnaissance seraient menées non pas par des drones, mais par de petits avions équipés d'appareils électroniques sophistiqués pouvant récolter les informations les plus variées. Toujours concernant la République démocratique du Congo, signalons que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier avoir renouvelé sa demande d'un mandat d'arrêt contre le chef des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, Sylvestre Mudakumura. Dans un communiqué, le bureau du procureur a précisé avoir soumis une demande modifiée de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudakumura pour 5 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et 9 chefs d'accusation de crimes de guerre. Les juges de la CPI avaient rejeté une première demande du procureur Luis Moreno Ocampo au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences de spécificité requises. Les exactions citées dans la nouvelle demande auraient été commises entre janvier 2009 et août 2010 dans l'est de la RDC par des éléments des FDLR dont certains ont pris part, pense-t-on, au génocide de 1994 dans leur pays. Donné, journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à partir de Kananga. Justement, aujourd'hui, cette semaine, il y a eu le problème de motion du gouverneur Kabassou Babou qui a été déçu par l'Assemblée provinciale. Lors des motions, ça a créé beaucoup de problèmes. Les députés se sont donné des coups. La population aussi, les chaises, on a cassé les chaises dans la salle des bâtiments administratifs où la réunion s'est tenue. Et après cette situation, c'est le ministre de l'Intérieur provincial qui faisait l'intérim. Timothée Chamanga, je suis un journaliste de la République démocratique du Congo pour la Voix de l'Amérique. Ici, à Goma, l'actualité reste vraiment dominée par l'insécurité qui bat son plein. La population est un peu effrayée de ce qui se passe pour l'instant, avec la rébellion qui est combattue pour l'instant par les forces gouvernementales. Et puis, le problème de poussière dans la route, qui ne sont plus d'actualité. La population continue à manquer de l'eau et de l'électricité. Ce sont des problèmes qui ne sont plus à présenter comme actualité, mais il y a pas eu de changement jusque-là. Voilà les problèmes auxquels la population fait face à ces choses. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com.
Dans le Nord Kivu, l'Est de la RDC, où les violences opposent les forces armées congolaises aux mutins ex-rebelles. Les mutins du M23 gagneraient du terrain, si l'on en croit leur porte-parole qui annonce la reprise de 5 positions de l'armée régulière. Les violences ont lieu non loin du parc national des Virunga, rien pour l'heure sur le bilan des victimes. Et puis le Rwanda et l'Ouganda accueillent de nouveaux réfugiés fuyant la violence en République démocratique du Congo. À ce jour, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui établit le constat, a enregistré plus de 22 000 déplacés congolais au centre de transit de Nyakabandé en Ouganda, où ils reçoivent assistance et abri. La porte-parole du HCR, Fatoumata, le jeune Kaba, s'explique. Pour les Congolais, les civils congolais qui vivent à l'est de leur pays, la violence continue de les déplacer non seulement à l'intérieur, mais surtout encore vers les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Quand on regarde juste ce week-end, il y a eu plus de 600 personnes qui sont arrivées au Rwanda, ce qui fait que nous avons plus de 12 000 Congolais qui sont arrivés au cours des 2 derniers mois à peu près. En Ouganda, on avait enregistré des arrivées aussi en provenance de l'Est de la RDC. Il y a quelques accalmies, puis après il y a des reprises de combat. C'est une situation vraiment très très volatile et très imprévisible qui fait que les gens continuent de fuir et ça crée d'énormes pressions, surtout pour le Rwanda où nous avions une très petite opération et où depuis 2-3 ans on n'avait pas eu d'afflux de réfugiés. 8 policiers congolais devant la haute cour militaire de Kinshasa ce mardi. Ils sont poursuivis pour le meurtre en 2010 de Floribert Chebeya, militant des droits de l'homme et leader de la Voix des sans-voix. Cette juridiction avait condamné à la prison à perpétuité 4 d'entre eux en première instance. C'était en juin 2011. Parmi eux, de hauts gradés. Le principal accusé, le colonel Daniel Mukalayi, chef adjoint des services spéciaux de la police, avait été condamné à la peine de mort ainsi que 3 autres policiers toujours en cavale. Le colonel Daniel Mukalayi avait fait appel de cette décision. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Affrontements aujourd'hui au Nord Kivu entre l'armée congolaise et les mutins du M23. Selon le porte-parole du mouvement mutin, les forces armées congolaises auraient commencé à bombarder leurs positions tôt ce matin dans la zone de la colline de Mbuzi, à la limite du parc national des Virunga. Ce même porte-parole affirme que les mutins auraient repoussé les soldats qui les assaillaient. Les FARDC affirment de leur côté le contraire, c'est-à-dire que ce sont les mutins qui auraient débuté les hostilités. En début d'après-midi, des combats ont également été signalés près de Rwanguba, près de la frontière avec l'Ouganda. Rappelons que Kinshasa accuse le général en fuite Bosco Ntaganda d'être à la tête de la mutinerie avec le colonel chef du M23. Bosco Ntaganda est recherché par la Cour pénale internationale pour enrôlement d'enfants soldats, notamment en Ituri. Ces nouvelles violences au Nord Kivu et le regain d'activité des groupes armés depuis le mois d'avril auraient forcé plus de 200 000 personnes à fuir leur foyer, selon une estimation des Nations Unies. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Par intensité, les combats que se livrent à l'Est la République démocratique du Congo, l'armée et les anciens rebelles mutins. Les belligérants affirment chacun marqué de points, aucun bilan précis cependant. À cause de l'insécurité, par milliers en tout cas, les Congolais s'entassent dans un camp de transit en Ouganda où une prise en charge est effective. Confirmation ici avec la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, Fatoumata, le jeune Kaba. Pour les Congolais, les civils congolais qui vivent à l'est de leur pays, la violence continue de les déplacer non seulement à l'intérieur, mais surtout encore vers les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Quand on regarde juste ce week-end, il y a eu plus de 600 personnes qui sont arrivées au Rwanda, ce qui fait que nous avons plus de 12 000 Congolais qui sont arrivés au cours des 2 derniers mois à peu près. En Ouganda, on avait enregistré des arrivées aussi en provenance de l'Est de la RDC. Il y a quelques accalmies, puis après il y a des reprises de combat. C'est une situation vraiment très très volatile et très imprévisible qui fait que les gens continuent de fuir et ça crée d'énormes pressions, surtout pour le Rwanda où nous avions une très petite opération et où depuis 2-3 ans on n'avait pas eu d'afflux de réfugiés.
Fatoumata, le jeune Kaba, elle est porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Peut-être très nouvelle atout dans la lutte contre les rébellions dans la région des Grands Lacs africains. Il s'agit du Centre conjoint de renseignement des pays de la Conférence internationale pour les Grands Lacs. Un des responsables de cette structure affirme que l'ensemble va désormais disposer d'une lecture commune des faits photographiés et des renseignements récoltés sur le terrain, des renseignements à mettre à profit pour des décisions opérationnelles. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. On commence par la situation en République démocratique du Congo. 3 mouvements unissent donc leurs forces contre le régime du président Joseph Kabila. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi, l'Apareco, mouvement créé en exil par l'ancien ministre moboutiste Honoré Mbanda, et l'ARP, l'armée de résistance populaire de Faustin Mounéné, ont publié hier à Paris une déclaration conjointe. Dans ce texte, ils promettent de se mobiliser ensemble pour contester le résultat des élections du 28 novembre. Dénoncer l'instabilité dans l'est de la RDC et empêcher la tenue du sommet de la francophonie prévu à Kinshasa en octobre. Charlotte Idarak. Leurs divergences, ils les qualifient désormais de distraction. Avec cette déclaration commune, les représentants des 3 mouvements ont voulu marquer le coup. Candide Okeke est directrice de cabinet du président de l'Apareco. Chacun arrive avec ses bagages, chacun arrive avec ses défauts aussi, mais on est obligé de se mettre au-dessus de certaines petites choses pour nous consacrer à l'objectif principal, qui est la survie de notre population. Alors pourquoi une synergie maintenant? Parce que l'heure est grave, répond Edo Lito Maluji, le représentant de l'UDPS à Paris. Et le premier test pour cette mobilisation commune, ce sera le sommet de la francophonie prévu en octobre à Kinshasa. Au cas où l'Organisation internationale de la francophonie déciderait de maintenir la tenue de ce sommet en République démocratique du Congo, nous appellerons toutes les forces vives de la RDC à se mobiliser pour empêcher par tous les moyens le déroulement paisible des travaux de ce sommet à Kinshasa. Et ce n'est qu'un début, assurent les 3 mouvements. Ils lancent un appel à d'autres opposants. Fanfan Langa Fwamba est le secrétaire général de l'ARP. Nous laissons la porte ouverte à tous les autres mouvements et toutes les alliances qui militent pour mettre fin à l'imposture et à l'occupation et le plan de balkanisation en cours. Pour l'heure, ce rapprochement est surtout symbolique, théorique, mais les 3 formations le promettent. Il sera suivi d'action. Dans l'est de la RDC, au Nord Kivu, le calme est revenu hier en fin d'après-midi, après une nouvelle journée de combat entre l'armée et les mutins du M23. Selon les mutins, les forces armées congolaises, les FARDC, ont commencé à bombarder tout le matin leur position dans la zone de la colline de Mbouzi, à la limite du parc national des Virunga, une 60aine de kilomètres au nord-est de Goma. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés et nous avons récupéré 5 de leurs positions. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du M23. Les FARDC, de leur côté, ont indiqué que les mutins avaient débuté les hostilités. Bruno Minas. Les combats ont commencé soudainement à 5 heures du matin hier et ils ont duré toute la journée. Côté FARDC, on reconnaît que les mutins ont gagné des positions à Mbouzi. Cela se trouve à une 50aine de kilomètres au nord-est de Goma. Visiblement, les mutins voulaient prendre le camp de Rumangabo qui abrite une importante base FARDC. L'armée régulière dit s'organiser pour reprendre le terrain perdu. En revanche, les mêmes FARDC affirment avoir gagné un peu de terrain vers Runyoni, la place forte du M23 dans les montagnes frontalières du Rwanda. Cela fait 1 mois qu'il y a des combats quotidiens. L'armée congolaise, malgré un pilonnage d'artillerie et parfois l'aide d'hélicoptères de combat, n'a pas réussi à réduire la puissance des mutins. Des mutins que l'on soupçonne toujours de recevoir une aide rwandaise en hommes et en matériel. La société civile du Nord Kivu a fait état de son côté de nouvelles défections des FARDC vers le M23, mais elles sont démenties par les autorités à Kinshasa. La population continue de fuir pour essayer de se mettre à l'abri. Depuis le début, cette mutinerie a provoqué le déplacement de 200 000 personnes selon les Nations Unies. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Ce soir, la République démocratique du Congo. Les combats ont repris dans le Nord Kivu où les forces gouvernementales tentent de déloger les mutins et combattants rebelles. Aujourd'hui, le M23 a sorti plusieurs communiqués pour accuser les autorités des FARDC de bombardement de civils tout en indiquant que leurs hommes maintiennent leur position. Du côté de l'armée nationale et du gouvernement régional, c'est le mutisme complet. Entre-temps, les conditions humanitaires se dégradent rapidement et le nombre de déplacés augmente. J'ai joint ce soir l'administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Mukanya.
Maintenant, la population est en train de passer les moments les plus durs de son existence. Vous savez, la situation ne fait que se dégrader. Au départ, on a compté moins de 20 000 déplacés, mais aujourd'hui, je crois que nous devons avoisiner une centaine de mille de déplacés sur toute la chefferie de Buisha. Vous savez, la guerre affecte pratiquement 4 groupements dans cette chefferie. Et donc, cette population se retrouve aujourd'hui jetée dans la rue sans assistance conséquente. Quelles sont les localités les plus affectées? Bon, il y a le groupement de Djomba, il y a le groupement de Boueza, il y a le groupement de Kisigari. Ce sont les 3 groupements les plus affectés. Nous notons aussi beaucoup de problèmes par rapport, par exemple, à l'approvisionnement en eau potable dans la zone de Bunagana où la tuyauterie est endommagée. Bon, et tout ça, la population n'a pas accès à l'eau potable. Ce sont là autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc tout ça, c'est l'effet des combats? Oui, en fait, c'est cela. Est-ce que les humanitaires ont plein accès à ces régions? Sur place, sur terrain, je peux vous dire que à la date de ce jour ou à la minute où je vous parle, il y a la présence très remarquée de MSF France qui prend en charge l'hôpital général de Rutshuru, et il y a aussi une présence du comité international de la Croix-Rouge que j'ai vu d'ailleurs ce matin. Donc à part les deux, les autres ont carrément vidé les lieux et ils ont fui, ils se sont retranchés dans la ville de Goma. Au niveau de votre administration, qu'est-ce qui est fait? Bon, écoutez, je suis sous l'ordre de la province. C'est la province qui essaye de prendre les choses en main. La province, de concert avec le gouvernement central, on y a assisté les déplacés avec une assistance alimentaire et aussi une assistance à non-vivre. Le gouvernement est en train de déployer par notre entremise. Eh bien, le gouvernement essaie de mettre la main à la pâte pour que la situation humanitaire puisse être quand même acceptable, en attendant que d'éventuels humanitaires puissent prendre les choses en main. Quand les populations se déplacent, où vont-elles exactement? Nous sommes Africains, on est beaucoup plus attachés à nos villages et à nos terres. Donc, dans une situation de ce genre, on ne peut pas aller trop loin, pour autant que la situation puisse être envisagée autrement. Justin Moukania, administrateur du territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir les événements en RDC. Oui, c'est Ari Siro, journaliste citoyen depuis la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les informations actuelles, ça concerne l'arrivée depuis ce jeudi des chefs d'état-major général Didier Etumba, provenance de Kinshasa. Dès son arrivée ici en ville de Beni, il a été accueilli aux limites de la province orientale ainsi que du Nord Kivu par le colonel Eric Rorimbere, chef secteur 1. Ensuite, avec les éléments FARDC, oui, il a rappelé aux éléments FARDC leur mission qui n'est pas autre que de sécuriser l'intégrité territoriale ainsi que de défendre l'intérêt du peuple congolais. Depuis la ville de Beni, Ari Siro pour la Voix de l'Amérique. Oui, c'est féliciter moi aussi, féliciter journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à Kikwit. Nous allons bien dans la ville de Kikwit. Il n'y a pas de problème, nous avons de l'eau, sauf l'électricité, on n'en a pas, ça vous le savez. En tant que les mamans, nous tenons notre réunion en tant qu'association, nous faisons la technologie appropriée. Nous faisons des savons, des parfums, tout ça on le fait. Mais on n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge, quoi. Il y a des référents qui sont venus de Kinshasa, qui sont en train de tenir la convention pour la prière. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.